Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont voici les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui une forte délégation de la région Harar d'Éthiopie. Dans l'actualité nationale également, atelier sur la réforme des textes statutaires de la fonction publique, un atelier qui a été présidé par le Premier ministre et organisé par le ministère du Travail. Et dans l'actualité internationale, en Palestine notamment, l'Organisation des Nations Unies déplore l'expansion de la colonisation israélienne en Palestine. Et dans cette édition également, nous allons revenir donc sur cet ambitieux projet de la République de Djibouti qui veut se lancer dans la construction de mini-satellites en partenariat avec l'Université de Montpellier. Pour revenir donc sur ce sujet, avec nous donc dans cette édition, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, que nous retrouverons dans quelques instants, toujours dans cette édition. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Bien, donc le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu donc aujourd'hui une délégation de la région Harar d'Éthiopie, conduite par le président de la région Harar, Ordin Bedre, et du maire de la région de Harar, Berkele Temesgen. Cette visite donc intervient dans le cadre du renforcement des échanges dans la région de Harar et de la région d'Arta, qui a débuté donc en 2010, et les deux régions souhaitent rehausser leur coopération et leurs échanges économiques, commerciaux et touristiques. Et cette rencontre a vu la participation de nombreux responsables et personnalités accompagnant le chef de la délégation de la région Harar d'Éthiopie. Et côté djiboutien, on pouvait compter le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, le président du conseil régional, El Mibouh, et le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdillahi Waïs. Et dans leurs interventions respectives à l'issue de cette rencontre avec le chef de l'État, le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, le président du conseil régional, El Mibouh, ainsi que le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdillahi Waïs, ont indiqué tour à tour que cette visite intervenait dans le cadre du renforcement des échanges entre la région de Harar et la région d'Arta, qui a débuté donc en 2010, et les deux régions ont émis le souhait de rehausser leur coopération et leurs échanges dans les domaines économiques, commerciaux et touristiques. En nouvelle nationale, toujours, nous vous le disions il y a quelques instants, Djibouti ambitionne de se lancer dans la construction des mini-satellites en partenariat avec l'Université de Montpellier. C'était donc l'objectif de la rencontre hier entre le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et le directeur du Centre spatial de Montpellier, M. Laurent Dudo. Et durant la rencontre hier, donc, a été discutée la mise en œuvre d'un projet de création de nanosatellites djiboutiens. Une première pour la République de Djibouti qui se tourne désormais vers la technologie spatiale en partenariat avec l'Université de Montpellier. Le président de la République a eu donc une réunion de travail avec le directeur du Centre spatial de l'Université de Montpellier, le professeur Laurent Dusdo. Le professeur Dusdo, donc également directeur du Centre spatial de Montpellier, a fait une présentation du projet pour la création d'un nanosatellite et les étapes à suivre pour se doter de cet outil technologique performant. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et le président de l'Université de Djibouti, Dr Jama' Mohamed Hassan, ont pris part à cette réunion. Pour nous en parler, donc, avec nous aujourd'hui sur ce plateau, le ministre en personne, le ministre Dr Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bonjour, Excellence. Bonjour. Bienvenue donc à vous dans cette édition et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous, comme vous l'avez pu le voir hier et aujourd'hui également avec nous, Djibouti se lance donc dans la conquête de l'espace, un projet ambitieux, Excellence, donc, qui a pour objectif de créer un nanosatellite ou un mini-satellite pour Djibouti. Dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter ce
sujet et pour que nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices comprennent de quoi l'on parle ici. Merci d'abord de m'avoir invité pour porter ces clarifications. Vous savez, hier, j'ai reçu un appel téléphonique de plusieurs amis, des Djiboutiens. Certains étaient très optimistes pour nous dire qu'il faut aller de l'avant. D'autres s'est posé un certain nombre de questions tout à fait légitimes. Première question, est-ce une priorité pour Djibouti? À cette question, je répondrai que c'en est une dans la mesure où la technologie évolue. Et elle évolue très vite. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec un smartphone, avant, pour appeler, il fallait avoir un gros téléphone et des composantes beaucoup plus compliquées. L'autre élément important, c'est que pendant longtemps, on a jugé que l'Afrique n'avait pas la capacité d'accéder à la technologie. Aujourd'hui, des pays limitrophes, voisins, ont osé faire ce pas, de penser plus haut vers l'espace. Et parmi ces pays, on peut citer l'Éthiopie, le Rwanda, l'Égypte, plus loin le Ghana, l'Afrique du Sud. Pourquoi pas Djibouti? A-t-on les moyens de le faire? Et pour quelle application? Je pense que c'est les choses profondes sur lesquelles il faut discuter. A-t-on les moyens de le faire? Aujourd'hui, avec ces fabrications de nanosatellites, le coût a énormément baissé. Les composantes ont énormément baissé. Donc, il y a une possibilité aujourd'hui pour que Djibouti s'inscrive dans la construction d'un nanosatellite. Alors, pour quelle utilisation? Vous savez, on est dans un monde où la donnée coûte de plus en plus cher. Données de sécurité, données d'environnement, données pour comprendre comment développer notre agriculture, faire développer ou fructifier nos ressources naturelles. Et on n'a pas accès à nos propres données au niveau des aspects satellitaires. Il faut acheter ces données, il faut les demander. Or aujourd'hui, la technologie nous démontre que nous avons la capacité de faire et d'accéder à cette technologie. Ce qui m'encourage, je voudrais souligner ça, c'est que le président de la République a eu bien avant nous cette vision. En se disant, et en nous mandatant, en se disant, Monsieur le ministre, étudiez la possibilité pour Djibouti de réfléchir en termes de lancement de satellites. Et nous avons choisi, dans cette idée de développement de satellites, le Centre spatial universitaire de Montpellier, qui a déjà une très grande expérience en la matière. Ça, c'est le premier élément. Au niveau de nos ressources humaines, il y a quelques années, nous n'avions pas des ressources suffisantes. Aujourd'hui, des étudiants, qu'ils soient en DUT, qu'ils soient à la faculté d'ingénieurs, nos enseignants, nos chercheurs, ont d'énormes capacités au niveau de la technologie. Maintenant, comment passer ce cap? Au niveau d'utilisateur, mais de quelqu'un qui a le savoir, mais le savoir-faire et de la haute technologie. Ce que vous dites, c'est que le potentiel est là, mais il est encore inexploité. Le potentiel est là, mais pas totalement exploité. Oui. Et c'est pour ça qu'on veut s'engager dans ce projet qui est la fabrication d'un nanosatellite. Mais hier, je vous disais, j'utilisais un mot très fort, Made in Djibouti. Contrairement à beaucoup de pays, on n'a pas demandé à ce qu'on nous fasse un satellite. On va demander à ce que les 10 personnes qui seront sélectionnées, formées à Montpellier, que ce soit des Djiboutiens qui fabriquent ce premier satellite. Quand vous dites ces personnes, ce sont des étudiants? Des étudiants et des chercheurs et certains professeurs. Mais dans un premier temps, ce sont des étudiants qui vont fabriquer le premier satellite qu'on espère pouvoir lancer fin 2022. On s'est donné cet objectif. Inch'Allah, mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi Djibouti aujourd'hui devrait-elle se tourner vers la conquête de l'espace? Alors aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'abord, Djibouti, c'est un pays qui évolue. Peut-être qu'on ne se rend pas assez compte. C'est les étrangers, quand ils viennent à Djibouti, qui voient tout ce qui se passe. Je parlais tout à l'heure de l'acquisition de la technologie. Nous envoyons nos Djiboutiens, nos jeunes Djiboutiens, se former dans les meilleures universités. Or, je l'ai dit souvent, ils utilisent les mêmes technologies, communiquent avec le même langage que les étudiants des meilleures universités. Pourquoi ils n'auraient pas cette possibilité de progresser et d'évoluer et de plus tard créer leur propre start-up et revenir dans le pays pour justement monnayer ces technologies? Pour se dire, si un pays qui est en face de nous ou à côté, au lieu de s'adresser à des pays beaucoup plus chers, nous pourrons fabriquer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, les pays asiatiques, contrairement aux pays africains, il y a quelques années, ont osé passer ces caps. Il y a 10 ans, la Chine était un pays presque sous-développé en matière de très haute technologie de l'Internet. Dans les 5 ans qui viennent, c'est eux qui seront le premier. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont osé passer le pas. Et je pense qu'il faut Ils ont pris des risques. Ils ont pris des risques. Le président hier disait quelque chose à juste titre. Nous visons les étoiles, mais nous restons également les pieds sur terre. Et c'est ça qui est très très important. Que nous puissions, par rapport à nos moyens, c'est pour ça qu'on a fait un programme qui s'étale dans le temps.
Première formation, construction du premier satellite, évolution vers des satellites de plus en plus performants pour répondre à nos besoins de logistique et transport, nos besoins en agriculture, nos besoins par exemple d'invasion de criquets, nos besoins de pêche illicite, de piraterie. Toutes ces données pourront être donc récoltées et permettre à la population de Djibouti. C'est ça en fait le profit de ces technologies. C'est ça le profit de cette technologie. Il y a un profit de formation, je disais d'abord, d'acquisition de la technologie, sécuritaire, de stratégie. Il faut que Djibouti aujourd'hui, dans ce créneau, se place. Il y a une agence africaine pour l'espace qui a été créée en Égypte et Djibouti doit être le pays leader parmi les pays qui sont déjà lancés. Nous avons les moyens, nous avons les capacités, le tout c'est de rester pieds sur terre. Nous avons le ticket pour être assis à la table ronde, le cercle fermé des pays qui ont déjà cette technologie et nous devons tout faire pour mériter cette place. Absolument. Et ça, il faut le reconnaître, c'est la vision du président de la République qui nous a encouragés à aller dans cette voie. Merci Excellence, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. C'était donc le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, qui est venu donc ici aujourd'hui pour nous parler de cet ambitieux programme de la République de Djibouti de se lancer donc dans la construction des mini-satellites en partenariat avec l'Université de Montpellier. Merci Excellence. Dans l'actualité également, sous le haut patronage du Premier ministre et Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration a organisé dans le hall du Palais du Peuple une cérémonie de lancement des travaux de la réforme des textes statutaires de la fonction publique sous le thème « Pour une fonction publique moderne et performante ». À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par le ministre du Travail, Ismaïl Ibrahim Roblé, et par le ministre du Budget, Abdelkarim Aden Cher. Le Premier ministre a visité le stand dressé à l'entrée du Palais du Peuple pour prendre part donc, à une cérémonie riche en couleurs. La cérémonie est animée par une projection qui revêt les archives des différentes réformes entreprises par le ministère du Travail pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires publics et conventionnés. L'objectif de cette cérémonie est la mise en place d'une commission ad hoc présidée par le Premier ministre pour la réforme de la fonction publique. Plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, la maire de la ville de Djibouti, des secrétaires généraux du ministère, les directeurs généraux des administrations publiques ont pris part à cette cérémonie. Réforme qui vise une transformation de l'administration pour la délivrance d'un service public de qualité. Les textes qui structurent notre fonction publique nécessitent toilettage, révision et amélioration. En effet, le contexte socio-économique du pays est différent de l'époque de l'élaboration du statut général des fonctionnaires, d'où la nécessité de faire ressortir ce qui est devenu caduc et réfléchir à de nouvelles propositions qui doivent être intégrées dans les textes. C'est la mission précisément confiée à l'instance dont les activités seront lancées à l'occasion de cette journée. Et de son côté, le ministre du Budget, Abdelkarim Aden Cher, a indiqué que maintes réformes et retouches ont été mises en place depuis la grande réforme administrative qui a eu lieu en 1983. On écoute le ministre. Tout d'abord, d'exprimer mon immense plaisir de prendre part à cette cérémonie de lancement des travaux de la réforme des textes statutaires de la fonction publique. Une cérémonie qui constitue un pas important en ce sens que la réforme de l'administration publique a toujours été au centre des préoccupations des autorités. Et la réforme des textes statutaires de la fonction publique est une composante essentielle du programme de réforme. Notre pays qui s'est lancé dans un programme de développement économique et social important avec de lourds investissements dans les infrastructures portières se doit de se doter d'une administration au service du développement. Une administration prenant l'efficacité avec des fonctionnaires qualifiés, motivés et dotés d'outils de gestion modernes et des procédures simplifiées. Il est vrai que depuis plus de 20 ans, nombre d'efforts et d'actions de réforme ont été entrepris. Et la dernière initiative conjointe entre mon département et le ministère du Travail d'investir dans la formation des personnels d'État à travers l'INAP est une action louable qui s'inscrit dans l'optique de la valorisation des ressources humaines.
Mais il s'avère que nous sommes encore loin des objectifs à atteindre. Et parmi les objectifs non atteints, la réforme du statut général des fonctionnaires qui date des années 80. Par ailleurs, les statuts particuliers des fonctionnaires du 29 mai 89 ont subi ces dernières années des multiples retouches, dénaturant les textes d'origine, et des nouveaux statuts sont apparus relatifs à certaines catégories de corps. Corps des ingénieurs, informaticiens, magistrats, personnels de santé, créant des rémunérations inéquitables entre les corps des métiers et générant des incidences significatives sur les dépenses salariales, estimées environ à plus d'1 milliard de francs. Cette situation est difficilement défendable au regard du principe de l'équité dans les traitements des fonctionnaires et au regard des considérations budgétaires qui nous a contraints à procéder au gel des avancements des agents de l'État. Et pour sa part, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, a expliqué dans son intervention que la commission ad hoc, donc mise en place, va devoir s'acquitter de ses tâches pour réfléchir et consentir à tous les administrés. On écoute le ministre. Monsieur le Premier ministre, votre participation et votre présence ici nous réconfortent à plus d'un titre parce qu'elle est la preuve, si besoin en est, de votre attachement au succès des réformes que le gouvernement a bien voulu engager pour mieux qualifier notre administration centrale. Ce positionnement démontre votre souci constant de faire de l'administration une institution solide, efficace et respectable au service du pays, et ce, conformément à la vision décrite par son Excellence, le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Je suis heureux et honoré de porter devant vous ce projet de transformation de la fonction publique à travers la réforme de ces textes statutaires dont nous avons la conviction que cette initiative est salutaire et espérée. Salutaire parce que nous avons le devoir de donner à notre administration les moyens de sa transformation. Espérée parce que nous avons le devoir de soutenir nombre d'agents de l'État qui nous interpellent, qui nous murmurent. Leur patience, non pas leur patience, mais leur impatience, plutôt, de voir la rénovation de nos textes statutaires qui leur garantiront très certainement plus d'équité, mais aussi plus de liberté dans le choix de leur parcours professionnel. L'enjeu est de taille, car la fonction publique est au cœur de notre système sociétal et sa modernisation est bien évidemment essentielle à la réussite des projets de développement de notre pays. Le chantier de la réforme de l'administration ne sera pas si simple. Comme vous le savez, les réformes, qu'elles soient juridiques, institutionnelles, procédurales, sont parfois source de tensions. Et cela, source de tensions, et cela réside dans la nature même de l'homme, mais surtout du Djiboutien, de résister et de manifester contre le changement dès que les intérêts individuels et catégoriels sont menacés. Et ceci, en particulier, de la fonction publique et tout en singulier. C'est aujourd'hui 17 522 agents publics engagés au service de l'intérêt général et certainement plus de 10 000 Djiboutiens qui sont concernés. Il nous faut donc passer au-delà des clivages et des intérêts particuliers pour gagner le pari de l'excellence de l'administration. Et enfin, clôturons la série des interventions. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, qui est aussi président de la Commission nationale de la réforme de l'administration, a indiqué qu'il veillera pleinement et personnellement au bon déroulement de cette commission pour mettre en place des législations qui pourront profiter à chacun des administrés en fonction, titre, grade et diplôme. Les travaux de ce groupe de travail composé d'administrateurs au fait de ces questions et appuyés par l'équipe de consultants sont particulièrement attendus, que ce soit de la part des politiques ou de la part des concernés. Comme indiqué par les précédents intervenants, et notamment le ministre du Travail, qui croit vraiment à cette réforme,
et j'exhorte la commission ad hoc de s'y conformer à ces directives. Les textes législatifs et réglementaires régissant la fonction publique commencent à dater, même s'ils demeurent corrects et opérationnels à plusieurs égards. Cependant, il s'avère aujourd'hui indispensable d'apporter les correctifs et adaptations nécessaires pour que ces textes puissent accompagner l'évolution de la société et des méthodes d'intervention de la puissance publique. Et cela d'autant plus essentiel dans le contexte du processus de réforme engagé par le chef de l'État depuis quelques années pour la modernisation de l'administration publique. En effet, les nouvelles méthodes de travail, l'évaluation de la performance, nécessitent que les textes régissant les fonctionnaires qui datent pour certains de plus de 30 ans soient adaptés. Parce qu'il est rémunéré avec les deniers publics, le fonctionnaire et plus généralement l'agent public se doivent être au service des administrés. Il constitue donc un maillon essentiel pour le bon fonctionnement des institutions, l'efficacité de l'action publique et, in fine, la satisfaction des usagers. À ce titre, les fonctionnaires et autres agents publics doivent être traités de manière juste et équitable, tout en faisant l'objet d'une évaluation régulière de leur performance et des sanctions si nécessaire. Force est de constater aujourd'hui que les réformes sectorielles introduites ces dernières années pour certains corps de fonctionnaires, aussi légitimes soient-elles, ont introduit une certaine iniquité en plus d'avoir rendu le cadre juridique régissant la fonction publique quelque peu illisible. Au-delà des corrections et du toilettage des dispositions obsolètes des textes, les travaux de cette commission doivent remettre de la cohérence et se dérouler dans un cadre inclusif. J'attends des membres de cette commission qu'ils œuvrent avec sérieux dans un esprit dénué de tout corporatisme. L'administration, pour sa part, devra se montrer disponible pour appuyer ce travail et j'exige que toutes les personnes sollicitées dans ce cadre collaborent comme il faut et j'y veillerai personnellement. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu 21 janvier dernier dans son bureau Dr Pisang Tchangai Dademanao, représentant résident de la FAO à Djibouti. De prime abord, l'hôte du jour a présenté ses vœux au président de l'Assemblée nationale et l'a félicité pour son élection à la tête du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Les discussions ont principalement porté sur la tenue de l'Assemblée générale, la troisième en son genre de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'Afrique de l'Est qui se tiendra très prochainement à Djibouti. Et côté Assemblée générale, regroupera 11 pays de la sous-région de l'Afrique avec la participation du coordinateur sous-régional de la FAO basé à Nairobi. L'audience s'est déroulée donc en présence du directeur du cabinet de l'Assemblée nationale, Idriss Mohamed Ahmed. Toujours à l'Assemblée nationale, le président Mohamed Ali Ahmed a reçu en audience le 21 janvier également une délégation hétéroclite de haut niveau composée entre autres du bureau de l'EAPA-FNS, acronyme anglais pour l'Alliance parlementaire de l'Afrique de l'Est sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Des représentants du bureau sous-régional de la FAO Djibouti et de l'IGAD, introduite par les honorables Abdallah Barkhad Ibrahim et Ilyas Ahmed Hassan, membres fondateurs de cette alliance parlementaire régionale. Cette visite de travail qui s'est déroulée en présence et avec la participation notamment du président de l'EAPA-FNS et membre du Parlement somalien, Abdi Hadji Hassan, avait pour objectif de se concerter avec le speaker Mohamed Ali Ahmed et le groupe djiboutien sur les modalités d'accueil de la 3e Assemblée générale et autres réunions statutaires de l'EAPA-FNS. Il est à rappeler que lors des assises qui se sont tenues à Kampala, en Ouganda, en octobre dernier, Djibouti a, par décision unanime de la 2e Assemblée générale, été invité par le biais de son institution parlementaire d'abriter les assises de la 3e Assemblée générale chargée solennellement acceptée par la suite par le président Ahmed. Considérant les plages libres de l'agenda parlementaire en début du printemps, cet événement et ses réunions connexes devront se tenir sur quelques jours et de préférence entre le 2 et le 10 mars prochain, a annoncé le président de l'Assemblée nationale. Et sur un autre plan, le speaker du Parlement djiboutien a réitéré la date du 5 février prochain comme journée
d'inauguration de lancement pour l'Alliance parlementaire nationale sur la sécurité alimentaire et qui sera composée, outre les deux doyens, des députés, femmes et leurs collègues issus des régions de l'intérieur, comme l'a précisé le président de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué donc tôt dans la journée d'aujourd'hui une visite d'inspection au camp Ali Ouné où est installé le bataillon d'intervention rapide, le BIR. Dans leur déplacement, le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées étaient assistés entre autres du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden. Ils étaient donc assistés par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, du directeur adjoint de la police nationale, le colonel Abdurrahman. Il est à noter également la présence du préfet d'Arta, du sous-préfet de Ali Ouné, ainsi que des Okal de la région. Arrivé à bord de l'hélicoptère MiG-17, le ministre Hassan Omar Mohamed a été accueilli par le chef du bataillon Bir. Ensuite, le ministre chargé des relations avec le Parlement, en présence du général Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué la revue des troupes pour rendre les honneurs. Toute la délégation conduite par le ministre a assisté à un exposé bref du bataillon Bir, notant la présence du lieutenant-colonel Mohamed Jama Kayad, commandant l'école militaire président Goulet de Holhol. En effet, cette visite d'inspection revêtait un double aspect. D'une part, c'était l'occasion d'appréhender la montée en puissance du bataillon d'intervention rapide et d'autre part, il était question d'évaluer le savoir-faire technique et tactique des stagiaires de l'école militaire président Goulet au terme de leur formation. Ainsi, les deux chefs de corps ont chacun briefé la délégation sur le parcours entrepris. Le bataillon d'intervention rapide témoigne de la volonté de la stratégie militaire du président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, concrétisée par le chef d'état-major général des armées. Le bataillon d'intervention rapide se veut le noyau offensif des forces armées djiboutiennes. Créé en 2017, le BIR est conforme au format du commando marin américain, unité d'élite des forces américaines formée par des instructeurs américains. Ce bataillon peut se disloquer en plusieurs unités pour une meilleure mobilité et peut être projetable à tout moment, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et l'école militaire président Goulet de Holhol est le principal organe de formation des militaires depuis l'incorporation des jeunes recrues. Une fois les présentations terminées, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, a pu assister à une série de démonstrations du savoir-faire tactique et technique acquis au cours de la formation des militaires. Ces démonstrations se divisaient en 3 étapes. Les stagiaires de Holhol, aussi bien que les militaires du BIR, ont démontré chacun leurs connaissances militaires acquis dans l'art de faire la guerre. Au cours de la démonstration, le personnel féminin des armées a simulé donc un scénario dans lequel, grâce à leur acquis militaire au combat, elles délogeaient un ennemi ayant pris d'assaut une zone. Et pour cela, il a fallu d'abord élaborer un plan stratégique pour refouler l'ennemi et l'obliger à reculer. À travers cet exercice, les stagiaires féminins ont démontré leurs connaissances et les acquis au combat et leur aguerrissement face à la fatigue. De son côté, le bataillon Bir a fait valoir son savoir-faire technique et tactique à travers des démonstrations de combat face à un ennemi et le remaniement des armes. La démonstration s'est clôturée par un exposé des moyens logistiques d'appui. En effet, les forces américaines ont doté le bataillon d'intervention rapide de 48 véhicules tactiques blindés de type Hammer et de 6 véhicules de transport de troupes. Ces véhicules jouent un effet majeur dans la mobilité de ce bataillon et quant à sa capacité à se disloquer en unités élémentaires.
Ainsi, le ministre de la Défense, Hassan Omar, a pu constater de visu cette nouvelle acquisition. Il a félicité donc les forces armées djiboutiennes pour tout le travail accompli dans ce camp de Ali Ouni. Et en marge des démonstrations, le ministre Hassan Omar Mohamed, accompagné du général Zakaria Cheikh Ibrahim, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale et du directeur adjoint de la police nationale, en présence du préfet d'Arta et du sous-préfet d'Ali Ouné, a eu une réunion avec les locales de la région de Ali Ouné sur les effets néfastes de la contrebande. Et dans son intervention, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, a sensibilisé les autorités locales sur la lutte contre la contrebande des produits illicites, notamment de cigarettes, de crack, et l'impact négatif sur l'économie et le développement du pays. Le ministre a rappelé donc que sans l'implication de la population locale, la tâche serait donc avérée difficile. C'est pourquoi il est judicieux de travailler de concert et en parfaite harmonie avec les forces de défense et de sécurité afin de les assister dans cette mission. Ainsi, le ministre Hassan Omar a constaté de visu les produits illicites saisis par le bataillon d'intervention rapide dans leur champ d'action. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a effectué hier en fin de matinée une visite d'inspection dans plusieurs établissements scolaires. Le ministre était accompagné par les directeurs généraux de l'enseignement et du CRIPEN, Abdi Dril Guiré et Saïd Nour Hassan, ainsi que le directeur de l'informatique et d'autres collaborateurs du MENFOP. La délégation s'est rendue successivement dans les écoles de quartier 7 bis, Balbala 2, école fondamentale de la cité Nassib. Et dans chacune de ces écoles, le ministre et sa suite ont rencontré les responsables et ont pu effectuer des visites des nouvelles salles Smart Classroom afin d'évaluer le déploiement des outils numériques. Le ministre a eu des échanges avec les élèves et les parents ainsi que les responsables sur les outils numériques visant l'amélioration des enseignements et apprentissages. L'occasion pour le ministre de saluer l'aménagement des Smart Classrooms qui sont gages de bonnes conditions de travail dans les écoles. Le ministre, donc, rappelant que cette année, le MENFOP a mis en place des salles de classe Smart Classroom avec des équipements sophistiqués comme l'installation des tableaux intelligents et de nouvelles tables et chaises, la climatisation en salle de classe dans 32 écoles et dans tous les niveaux scolaires de la capitale, mais aussi dans les régions de l'intérieur du pays. Et dans la foulée, les parents d'élèves ont tour à tour exprimé leurs sincères remerciements au président de la République et au ministre de l'Éducation nationale qui n'ont ménagé aucun effort pour que les élèves puissent apprendre avec des outils numériques indispensables en ce 21e siècle. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'action sociale, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Mouna Ousmane Aden, en compagnie du secrétaire d'État à la décentralisation, Hamoud Mohamed Aramis, s'est déplacé à la cité Nassib. À leur arrivée, les membres de la délégation ont été accueillis par une foule en liesse qui leur a réservé un accueil chaleureux. Et la délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et de solidarité et du secrétaire d'État à la décentralisation n'a pas par ailleurs donc manqué le plaisir de partager un moment de convivialité avec les enfants du complexe de la Fondation avant de prendre part à une rencontre citoyenne avec la population. Et dans le cadre donc de cette semaine, la ministre, toujours accompagnée du secrétaire d'État, s'est rendue par la suite au complexe sportif de la cité Nassib. La délégation conduite donc par la ministre à la décentralisation n'a pas manqué de partager également ce moment de convivialité avec les enfants du complexe. Ce fut un moment de joie et d'allégresse partagé avec les enfants de la cité. Nous reviendrons donc sur cette information plus en détail dans nos prochaines éditions. En nouvelles du pays, toujours, une cérémonie d'arrivée d'un nouveau remorqueur baptisé Omar Dankali a eu lieu ce matin dans l'ancien port PDSA. La cérémonie a vu la participation du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, du directeur général du port de Djibouti par intérim, Jama Ibrahim Darar, du commandant du port, Mohamed Moussa Abbar, ainsi que la famille Omar Dankalia, qui étaient tous présents. Venu directement du chantier naval d'Amen, en Hollande, le remorqueur Omar Dankali est arrivé ainsi à son port d'attache après un mois de navigation dans les mers. Appartenant à l'autorité
des ports et des zones franches de Djibouti. Ce nouvel engin est destiné à renforcer les capacités opérationnelles de nos installations portuaires en vue de faire des ports djiboutiens un hub régional dans le domaine du trafic maritime. Je suis vraiment très heureux et très content de voir ces bateaux, ces remorqueurs, que le port de Djibouti a dédié au nom de mon père. Et je remercie beaucoup à tous ceux qui ont œuvré à ce que ce remorqueur soit au nom de mon père. Mon père avait travaillé ici plus de 50 ans. Il avait commencé à ravitailler les îles Moucha, Masrali et Razbir. Et après ça, il est devenu le premier tâcheron du port de Djibouti. Vraiment, c'est un grand plaisir pour nous, pour toute la famille. Les petits-enfants sont là également. Et les petits-enfants sont présents ici. Et j'adresse mes remerciements les plus chaleureux au président de la République, Naël Omar Guelleh, ainsi que le président du port autonome, Aboubakar Omar Haddi, et tous ceux qui ont œuvré de loin ou de près. Et dans une interview qu'il nous a accordée, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Haddi, a rappelé que le nouveau remorqueur, qui est baptisé au nom donc de Omar Dankalia, pour rendre donc hommage à ce grand homme qui a travaillé pendant plus de 50 ans au port de Djibouti. Il a souligné que la République de Djibouti a plus de 5 ports et qu'il était primordial d'avoir ce remorqueur qui est donc venu directement de la Hollande où il était en chantier. Le président Haddi a rajouté que c'était donc pour renforcer les capacités opérationnelles de nos installations portières quand on est doté donc d'un engin pareil. Également dans l'actualité nationale, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banout Tourab, a réceptionné un important lot de la part de l'OMS qui est constitué de 20 000 moustiquaires, également de matériel et d'équipements pour améliorer le diagnostic et la prise en charge du paludisme à Djibouti. La cérémonie s'est déroulée au centre de la CAM en présence du représentant de l'OMS à Djibouti, Dr Ahmed Zouiten, et du directeur de la CAM, Ahmed Hussein Miguel, et de plusieurs cadres du ministère. Cette présente donation de l'OMS intervient dans le cadre de la lutte préventive contre le paludisme et participe également à l'amélioration de la prise en charge de cette maladie sur le plan curatif. Le ministère de la Santé est résolument engagé à mener une lutte antivectorielle, multiforme et plurisectorielle contre le paludisme et les autres fièvres d'origine virale, et ce avec la collaboration de tous ses partenaires techniques et financiers. Et le secrétaire général du ministère a remercié l'OMS au nom du département de la Santé pour cette donation qui permettra de lutter efficacement contre le paludisme. Page nécrologie à présent. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Ahmed Abdi Guedi, connu sous le nom d'Ahmed Houch, dans la journée de mardi à Poitiers en France. Parachutiste dans l'armée métropolitaine avant l'indépendance, le défunt Ahmed Abdi a été embauché en qualité d'infirmier en 1991. Le défunt est né en 1956 et est membre actif de l'UDJ depuis sa création. Sa dépouille est attendue donc samedi 25 janvier et sera inhumé dans son village natal à Wea. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Page nécrologie également, nous avons appris avec tristesse et émotion le dossier survenu hier soir du défunt artiste Ibrahim Mohamed Suleiman, connu sous le nom de Ibrahim Bey. Et le défunt né en 1944 a laissé derrière lui 3 enfants et 3 petits-enfants également. Nous implorons Dieu Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Et dans l'actualité internationale, à présent, l'Organisation des Nations Unies a déploré l'expansion continue des activités de colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que la menace par Israël d'annexer des parties de la Cisjordanie. La suite dans ce commentaire. Le début de l'année 2020 a vu l'expansion continue des activités de colonisation et la menace d'annexion des parties de la Cisjordanie, a déclaré la secrétaire générale adjointe de l'ONU aux affaires politiques et de conciliation de la paix au Proche-Orient. Elle a également déploré la poursuite de la violence sporadique dans les territoires palestiniens occupés où quelques 220 Palestiniens, dont 80 enfants, ont été blessés lors de divers incendies, notamment lors d'affrontements, des manifestations, d'opérations de perquisition. Et enfin, au Royaume-Uni, donc, le Parlement a approuvé définitivement l'accord du Brexit. Le Premier ministre conservateur Boris Johnson s'était engagé à mettre en œuvre le Brexit au 31 janvier. Hier, le Parlement britannique a définitivement approuvé l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le texte doit encore être promulgué par la reine Elisabeth II. Le Parlement avait jusqu'ici rejeté l'accord négocié par l'ex-premier ministre Theresa May sans proposer d'autres scénarios, faisant craindre jusqu'à récemment une sortie brutale ou un renoncement. La large victoire des conservateurs de Boris Johnson aux élections a changé la donnée. Après son adoption définitive au Royaume-Uni, l'accord de Brexit devra être rectifié par le Parlement européen. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.